quoi on reconnaît un salafiste? C'est quoi l'imam ou le prédicateur salafiste? Vous le reconnaissez comment, vous? Le problème aujourd'hui, c'est cette espèce de zone grise en amont de l'appel au terrorisme. En fait, aujourd'hui, on a un droit qui couvre bien les situations dans lesquelles quelqu'un prêche le djihad, l'appel au terrorisme, tout ça est parfait. Mais enfin, on est en face de gens qui pratiquent la dissimulation. Ils l'ont théorisé, ça porte un nom arabe, la taqiyya, pratiquent la dissimulation. Ils ont énormément policé leur discours depuis Charlie Hebdo. Et donc, ils se retrouvent dans une zone grise dans laquelle, qui est une zone d'un endoctrinement en fait politico-religieux, avec des conséquences, alors parfois qui vont jusqu'à la dérive violente, mais aussi des conséquences tout simplement avec une espèce de mouvement de ségrégation identitaire. On ne peut pas accepter cette zone grise dans laquelle, en fait, les forces, les autorités publiques ont très peu de moyens d'action. J'ai fait un travail juridique pour chercher à qualifier cette zone grise et à donner des outils à ceux qui, pour nous, que ce soit au niveau associatif ou du côté de l'État, luttent contre ces idéologies politico-religieuses. C'est une proposition de loi dans laquelle on n'utilise pas de mots religieux, parce qu'on le voit bien dans le débat, dès qu'on utilise des mots religieux, les gens disent « mais oui, mais salafiste, c'est quoi ?» etc. Vous avez des mots religieux, des termes religieux dans l'exposé des motifs, mais dans la loi elle-même, on n'utilise pas de termes religieux. En revanche, on crée une nouvelle infraction qui est de prêcher la prévalence des textes religieux sur les lois de la République. On ne doit pas pouvoir se draper du prétexte que c'est la religion pour pouvoir dire n'importe quoi. Ce que je dis tout simplement, c'est que ça ne sert à rien de prétendre avoir une politique de lutte contre la discrimination. Si on peut avoir des imams qui, plusieurs fois par semaine, enseignent à des enfants que la petite fille, elle vaut moitié moins que le petit garçon. Vous proposez donc d'interdire le salafisme avec des outils juridiques. Mais en matière de terrorisme, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les personnes fichées S? On a tout entendu, internement, rétention. Vous êtes contre un Guantanamo à la française, si j'ai bien compris. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux? Parce qu'il y a aussi des Français qui réclament d'agir sur ce point précis. Moi, je suis contre toute solution d'internement sans intervention du juge. Je pense que l'internement sans intervention du juge est quelque chose de dangereux. Parce qu'on sait où ça commence, mais on ne voit pas bien où ça finit. Alors ça s'arrête quand, en fait? En revanche, on peut renforcer l'état de droit. C'est-à-dire qu'on ne combattra pas le terrorisme en affaiblissant l'état de droit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer l'état de droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire évoluer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire renforcer. Et c'est le sens de ma proposition de loi sur le salafisme. Sur la question des moyens, est-ce que ça suffit? Il faut un rééquilibrage, de toute façon, entre le régalien et le social. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des dépenses de l'État, moi je pense qu'il faut tirer les conclusions de ce qu'on dit tous maintenant, qui est qu'on est en guerre, et que la guerre, ça a un certain nombre de conclusions dans les priorités, et qu'aujourd'hui, les conséquences n'ont pas été tirées en termes de priorité. Et pour moi, ce n'est pas que la police, hein, j'inclus la justice. Surtout que si vous parlez police, vous ne parlez pas justice. Or, la première contestation aujourd'hui des policiers, elle vous dit on a un problème de moyens, enfin on a un problème de suivi judiciaire, et les juges vous disent oui, mais on a un problème de moyens dans la justice. Donc je pense qu'il est plus raisonnable de regarder ça en termes de masse. Et regardez, le régalien, c'était 4,5% du PIB, c'est passé à 3% du PIB. Ce n'est pas raisonnable de dire d'un côté qu'on est en guerre, et de l'autre côté, en fait, d'accepter une telle inversion des priorités en quelque sorte. Mais voilà. C'est donc au détriment de quel autre ministère? Ah bah c'est au détriment de tous les autres collectivement. Par exemple, moi je pense que, et je sais que ça n'est pas populaire de dire ça, je pense que les 60 000 professeurs, les 60 000 enseignants qu'a embauché François Hollande n'ont servi à rien.